là, c'est qu'en fait, toutes ces personnes-là ont vécu Woodstock à peu près de la même manière, enfin ces années-là, c'est-à-dire le fameux sex, drug and rock'n'roll. Bon, là, je reprends les paroles, c'est repris deux fois d'ailleurs dans votre film, et que ils ne se retrouvent pas du tout. La synthèse qui est réalisée à ce moment-là à Woodstock a complètement disparu aujourd'hui. Elle est nulle part, à savoir liberté face à l'oppression de l'État, mais en même temps moyen effectivement de se je veux dire solidarité, écoute de l'autre, égalité des droits, etc. Et ça, c'est d'ailleurs très représentatif, hein, le dessin que vous choisissez, ce cartoon de l'artiste du New Yorker, les 10 ans de Woodstock, où ils sont tous devenus installés, institutionnalisés, ces anciens qui étaient contre l'État. C'est pour ça que l'élection américaine devait rentrer, c'est pour montrer qu'il n'y a plus de réponse politique à ces aspirations d'antan, ces aspirations dépassées. Non, mais je pense pas qu'elle soit dépassée. Enfin, c'est très compliqué parce que d'abord, Ah oui, je suis d'accord avec vous que c'est non, mais, compliqué. non, mais la question de la enfin, la récupération de la contre-culture par le système, c'est un vieux truc. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Même dans les années 70, vous regardez le cinéma américain de cette période-là, vous regardez Phantom of the Paradise en 74, je sais pas, Network en 76, sont des films qui ont déjà intégré, anticipé cette idée qu'en fait, toute contre-culture est vouée à être récupérée par le système. Moi, je suis un grand lecteur de Baudrillard. Donc j'ai toujours cette phrase de simulacre et simulation en tête, quand il explique que tout pouvoir, pour pouvoir survivre, a besoin de créer en contre-champ de lui-même l'illusion d'un contre-pouvoir. Voilà, donc ça remet les pendules à l'heure sur cette question-là. Et non, moi ce qui m'intéressait vraiment, c'était de voir combien, en fait, quelle était la façon de vivre les années 70, et ils les ont vécues différemment quand même. Il y a quelque chose qui, pour tous ces gens-là, quelle que soit leur origine sociale, culturelle et même territoriale, parce que dans les années 70, il faut quand même rappeler que quand on est dans l'Oklahoma, je ne sais pas, ou au Kansas et à San Francisco, on vit la même année, mais on ne vit pas à la même époque. Il ne faut jamais oublier ça quand même, et y compris aujourd'hui aux États-Unis. Vous traversez les États-Unis aujourd'hui, vous traversez 50, 60 ans d'histoire. Il y a des endroits, la petite ville de Goldfield, on est en 71, rien n'a bougé depuis, et à quelques encablures de là, vous avez Bob Mankoff à New York. Donc, et puis c'est l'Amérique, hein, c'est ça de mélange permanent de 21e siècle et tiers-monde. C'est vraiment ça les États-Unis. Hein, c'est de chocs d'extrême extrêmement voilà, violents. Mais en gros, quels qu'aient été les parcours des uns et des autres, il y a à un moment donné cette conscience. Alors, est-ce que c'est de la nostalgie? Parce que la nostalgie veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a envie de retourner à un moment qui a un contour, qui a une définition, qui est précis. On veut revivre précisément une période. Ou alors c'est de la mélancolie, c'est-à-dire que c'est on court Sentiment après un diffus objet de... qui est irrémédiablement perdu. Mais moi, ce qui me passionnait, c'est que tous les gens de cette période-là, enfin, vous savez, aux États-Unis, moi, c'est quelque chose enfin, non pas que j'ai compris, mais qui m'a vraiment sauté aux yeux. En fait, pendant le temps que j'ai passé là-bas, ça fait quand même longtemps que je passe beaucoup de temps aux États-Unis, mais là, en 2016, j'y étais quasiment toute l'année. Vous savez, c'est la fameuse période de référence. C'est-à-dire que, et à mon avis, c'est d'ailleurs une distinction qui est beaucoup plus forte que la distinction entre démocrates et républicains. C'est-à-dire que aux États-Unis, il y a deux Amériques qui se font face, mais depuis en gros une cinquantaine d'années. Il y a l'Amérique qui est, on pourrait dire, nostalgique pour le coup des années 60. Ça, c'est les démocrates, c'est les gens qui éventuellement ont voté pour Bernie Sanders, c'est un petit peu moins pour Hillary Clinton. C'est une ligne aux États-Unis. Les années 60 comme dernier âge d'or, mais à la fois de l'activisme politique, du cinéma, de la musique, etc. Et puis en face, il y a une autre Amérique qui était l'Amérique silencieuse, la majorité silencieuse dont on parlait à l'époque de Nixon, et celle qui va voter pour Reagan en 80 et qui va voter pour Donald Trump aujourd'hui, qui est une Amérique qui est, elle, nostalgique des années 50. Voilà. Et donc, quand on a compris ça aux États-Unis, en gros, dis-moi ton âge d'or, je te dirai où tu te situes. Et c'est beaucoup plus fort que la question républicain-démocrate. C'est pour ça que je reviendrai sur l'élection. Quand Bernie Sanders disparaît, les cartes se rebattent et ça devient absolument passionnant, puisque chacun perd un peu, on pourrait presque dire, sa maison d'origine. C'est là que ça m'intéresse de le rentrer en fait dans le film. Mais cette espèce d'opposition entre deux périodes de référence structure, à mon avis, aussi bien d'un point de vue politique, culturel, que demeure l'Amérique. C'est pour ça que moi je tenais vraiment à ce qu'il y ait notamment cette séquence autour des années 50. Il y a ceux qui sont nostalgiques des années 60 et ceux qui sont nostalgiques des années 50. Ceux qui sont nostalgiques des années 60 ont gagné avec Obama pendant 8 ans. Ceux qui ont nostalgique des années 50, ils ont gagné avec Trump aujourd'hui. Parce que Trump, ce n'est qu'une réactivation, hein, qu'un simulacre, aurait dit Baudrillard, de Reagan. C'est pour ça d'ailleurs que le film va si vite, où en fait ne s'intéresse quasiment pas à ce qui se passe entre 80 et aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est la même chose.
rien n'a changé. On va revenir sur